Depuis l'été 2012, l'euro s'est apprécié de plus de 14% face au dollar et de près de 50% face au yen. Mais la dévaluation, cette arme économique pour regagner en compétitivité, n'est pas envisageable unilatéralement. C'est pourtant une option qu'aurait sans doute choisi la France avant la création de la monnaie unique. L'euro trop fort, c'est aussi la conséquence du manque d'intégration de la politique européenne, un manque que déplorent les signataires du manifeste pour une union politique de l'euro, parmi lesquels figure Guillaume Duval, que je reçois aujourd'hui. Bonjour Guillaume Duval. Bonjour. Alors, vous êtes rédacteur en chef du mensuel Alternative économique. Alors, d'abord, la zone euro reste une zone excédentaire, de plus en plus excédentaire, donc il n'y a pas de raison objective de d'évaluer. Alors, en quoi une union politique et budgétaire renforcée permettrait-elle d'évaluer unilatéralement ce qui pourrait être envisagé dans l'Europe du Sud notamment ? Oui, donc les intérêts sont divergents au sein de la zone euro sur ce plan-là. C'est vrai que des pays très excédentaires comme l'Allemagne n'ont pas forcément intérêt à avoir un euro plus faible dans la mesure où l'euro fort leur permet d'acheter du gaz, du pétrole moins cher ou d'autres composants pour les machines qu'ils vendent à l'extérieur. Donc oui, là-dessus, il y a un problème politique. Ceci dit, les outils politiques existent déjà au sein de la zone euro pour avoir une politique de change. C'est prévu dans les traités. Le problème, c'est qu'on ne l'a jamais mise en œuvre. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en particulier, la politique monétaire de la BCE est très contraire à une évolution de ce type, puisqu'elle retire des liquidités du marché, pendant que les autres banques centrales, au contraire, en injectent massivement, même si c'est un peu moins massivement qu'avant, chaque mois aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni également. Donc effectivement, la politique qui est menée aujourd'hui au sein de la zone euro, tant budgétaire que monétaire, tend à faire monter l'euro par rapport aux autres monnaies, et c'est un gros inconvénient, en tout cas pour la France et pour l'économie française. Le problème, il est dans le fonctionnement de la BCE, dans ses objectifs ? Donc le problème vient à la fois des objectifs de la BCE, mais même sur ce plan-là, on pourrait considérer que la situation actuelle l'autoriserait à avoir une autre politique monétaire, dans la mesure où elle s'est fixée comme objectif d'avoir une inflation qui est à proximité de 2% et qu'on est en dessous de 1% dans la zone euro. Donc on pourrait considérer qu'elle devrait faire quelque chose. Pour l'instant, ce qui se passe au niveau de la BCE, manifestement, c'est que son président a peur de choquer une fois de plus les membres allemands de la BCE et l'opinion publique allemande, donc dans l'attente en particulier du jugement qui doit être rendu par la Cour de justice européenne sur les OMT, donc les actions qui sont engagées par la BCE depuis 2012 pour pouvoir racheter éventuellement des titres de dette des pays en crise. Donc c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'opposition en Allemagne, et manifestement M. Draghi a le souci de ne pas choquer l'opinion allemande en ayant une politique monétaire plus expansive qu'il ne l'a aujourd'hui, mais c'est un vrai problème pour nous en particulier au niveau français. Alors, je voudrais parler de cette union politique que vous appelez de vos voeux. À quoi est-ce qu'elle ressemblerait ? Donc cette union politique que nous appelons de nos voeux, elle prendrait trois formes dans l'immédiat. D'une part, ça consisterait à mettre en commun l'impôt sur les sociétés. Un des plus gros problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis 20 ans déjà, c'est le dumping fiscal, et en particulier le dumping fiscal des multinationales qui se jouent des fiscalités des différents États. On a fait un nouveau traité sans les Anglais qui marcherait sans doute difficilement dans ce genre de combine pour mieux gérer la zone euro. Or, ce traité ne comporte aucune disposition sur l'harmonisation fiscale, la lutte contre la fraude fiscale, et en particulier pour les multinationales. Donc nous insistons en particulier sur le fait qu'il faut profiter du nouveau gouvernement allemand, avec le changement de coalition et l'entrée des sociaux-démocrates dans le gouvernement allemand en particulier, pour faire avancer un vieux projet qui est de mettre en place une base commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Il n'y a même pas besoin d'harmoniser les taux d'imposition sur les sociétés pour éliminer le jeu des multinationales sur, en particulier, ce qu'on appelle les prix de cession interne au sein des multinationales, qui leur permettent de localiser leurs profits là où il y a le moins d'impôts sur les sociétés. Donc si on fait ce que font les Canadiens, ce que font les Américains, c'est-à-dire de calculer les bénéfices réalisés
par les multinationales, non plus pays par pays, mais sur un ensemble de pays, et là, dans le cas précis, il s'agirait de la zone euro pour démarrer. Si on calcule les bénéfices sur l'ensemble d'une zone et qu'on répartit ces bénéfices à l'intérieur de cette zone en fonction de critères objectifs, chiffre d'affaires, nombre d'employés, investissement dans les différents pays, on peut éliminer tous ces biais. Et chacun peut, à la limite, garder ses taux d'imposition. Donc les Irlandais doivent être à 12% aujourd'hui, mais simplement l'Irlande, c'est quelques millions d'habitants, des tout petits chiffres d'affaires en Irlande. Donc si on les laisse avec leurs 12%, de toute façon, ils auront beaucoup moins de profits et d'impôts sur les bénéfices qu'aujourd'hui. En France, il faudrait le baisser, le taux d'IS? Alors en France, évidemment, on a aujourd'hui un des taux les plus élevés d'Europe. Il y a des réflexions déjà, indépendamment de cette perspective éventuelle de baisser ces taux. Oui, il faudrait sans doute les baisser, mais il faut malgré tout assurer aussi des rentrées fiscales suffisantes pour ne pas aggraver à cette occasion les déficits publics, mais c'est un autre sujet sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Donc ça, c'est le premier volet. Fiscaliser en commun et sans doute créer aussi à cette occasion, enfin prélever une partie de cet impôt sur les sociétés pour un budget européen. Donc le deuxième volet qui correspondrait à ce budget de la zone euro, c'est de créer un parlement de la zone euro, ce qui bloque aujourd'hui, ce qui empêche en particulier les Allemands d'aller plus loin vers une intégration politique au sens propre du terme au niveau de la zone euro, c'est-à-dire d'avoir des politiques discrétionnaires, en particulier en matière de politique économique au niveau de la zone euro, plutôt que simplement des règles, c'est la question démocratique. Ce que dit le tribunal de Karlsruhe à chaque fois qu'il retoque une mesure européenne, c'est on ne peut pas transférer des éléments de souveraineté vers l'Europe parce que l'Europe n'est pas suffisamment démocratique et pas suffisamment contrôlée démocratiquement. Et c'est vrai. Il faudrait revoir les traités en fait. Oui. Est-ce que c'est possible? Un instant, je vais y revenir. Mais c'est vrai que l'Europe n'est pas assez contrôlée démocratiquement. Et en particulier, on a pris des mesures très importantes dans la crise avec le MES, le mécanisme européen de stabilité, avec l'union bancaire, toutes ces choses-là. On a pris des mesures très importantes dans la crise, mais de manière purement intergouvernementale, en prenant des mesures qui ne sont contrôlées par aucun Parlement. Donc la deuxième mesure que nous proposons dans ce manifeste, c'est de créer un Parlement zone euro. Et pour cela, de le créer sur la base plutôt des parlements nationaux, puisque c'est aux parlements nationaux qu'il s'agirait de prendre encore du pouvoir et de la souveraineté. Donc d'avoir un parlement zone euro qui soit composé de représentants des parlements nationaux. Alors oui, ça impliquerait des changements de traités. Alors je sais qu'on a fait des mauvaises expériences dans le passé en France avec ce type de mesures, mais ceci dit, on a fait un nouveau traité donc en 2012 et on a modifié aussi les traités européens dans leur ensemble en 2012 en l'espace de quelques mois sans que ça suscite beaucoup d'émoi. On sait faire. Et il faudra évidemment consulter les Français, les autres pour le faire, mais je crois que c'est indispensable de prendre ce risque parce que on aurait tort de penser que la zone euro est sortie d'affaire parce qu'elle va retrouver un tout petit peu de croissance cette année. Cette croissance ne sera pas suffisante pour faire baisser le chômage de manière significative. Et d'autre part, c'est plutôt quand il y a un peu de croissance, comme ça risque d'être le cas, que les problèmes sociaux et politiques s'aggravent. Parce que c'est à ce moment-là, quand on voit un peu de lumière au bout du tunnel, que les gens réclament du pouvoir d'achat, veulent de l'emploi tout de suite, et que les problèmes sociaux et politiques, enfin les tensions sociales et politiques montent. Et aujourd'hui, il y a des élections européennes qui se profilent, peut-être une victoire des partis eurosceptiques. Si cette victoire des partis eurosceptiques se confirme en juin prochain, sera-t-il possible d'aller vers plus d'intégration européenne, comme vous l'appelez ? D'abord, ça restera forcément une victoire relative. C'est vrai que 20% pour le Front National en France, c'est important. Ça risque d'être le cas aussi dans d'autres pays. Mais ça veut dire quand même que les partis qui sont favorables à une intégration européenne, et y compris une intégration européenne plus poussée qu'aujourd'hui, restent très largement majoritaires en Europe. Et je crois que la montée des partis eurosceptiques montre surtout que le statu quo n'est pas possible, que si on ne bouge pas et si on n'essaye pas de bouger fortement, notamment sur la dimension démocratique de ce qui se passe en Europe, on prend le risque de la désintégration à terme. Donc je crois que c'est un risque, évidemment, c'est un problème vis-à-vis de cette évolution de l'opinion publique, mais il faut le prendre. Il vaut mieux sortir de l'euro que de rester dans le statu quo, si vraiment il n'est pas possible d'aller vers plus d'intégration européenne?
Je ne crois pas que la sortie de l'euro soit une option envisageable. D'abord parce qu'elle présente d'énormes inconvénients sur le plan économique. Ça voudrait dire une hausse très sensible des taux d'intérêt pour les Français en particulier. Les taux d'intérêt sur le franc étaient beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui sur l'euro. Ça représenterait aussi une perte de pouvoir d'achat massive, puisque ça s'accompagnerait d'une perte, d'une dévaluation sensible de la monnaie par rapport aux autres monnaies. Donc ce ne serait pas moins douloureux que la déflation qu'on risque de subir aujourd'hui, de ce point de vue-là, au contraire. Et d'autre part, je pense que sur le plan politique, ça présenterait d'énormes risques. Je pense que là, on irait vers une explosion politique et ça consisterait en gros à rendre les clés de l'Europe à l'extrême droite. C'est le risque que cela impliquerait. Donc je crois qu'on a intérêt à faire ce qu'il faut pour que l'euro marche et je crois que c'est possible. Et c'est pourquoi vous appelez à une union politique de l'euro, Guillaume Duval. Pas seulement, vous co-signez un manifeste dans ce sens, avec en ligne de mire les élections européennes de juin prochain. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Ce manifeste peut être signé sur pour une union politique de l'euro.eu. Bien, c'est noté. Merci Guillaume Duval.